Alexandre Brailovsky. Donc, je rappelle qu'il est après, il est docteur en médecine spécialisé en santé publique et médecine de catastrophe. Et après de nombreuses années dans le domaine de l'humanitaire, il est désormais directeur de la responsabilité sociétale dans le groupe GDF Suez NJ. Je vous laisse la parole, Monsieur Brailovsky, et merci encore à Juliette Renaud. Merci à vous. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je vais essayer, parce que quelque part, il y a un peu deux niveaux dans ces sujets dans l'entreprise. Un niveau qui est très de déclaration générale et un niveau qui est plus de comment on met en œuvre ces grandes déclarations d'intention. Donc, comme on est à travers l'excellente présentation de Madame Renaud, on est arrivé vers la fin vraiment au sujet concret, au sujet lourd et au sujet complexe. Je vais essayer de faire vite sur la première partie pour pas vous embêter et qu'on reprenne un peu tous les thèmes et les échanges qu'on pourrait avoir sur les sujets de la matrice, l'identification des risques, les mécanismes de dialogue avec les parties prenantes, les différents impacts culturels, enfin toutes ces choses qui ont été mentionnées à travers les premières questions. Voilà, donc je vais très vite sur cette partie. Hein. Comme je disais, il y a une partie déclaration d'intention qui est intéressante, mais qui est souvent aussi comment dire, la porte ouverte à de nombreuses critiques qui peuvent parfois et même souvent être justifiées par rapport à cette logique du greenwashing. Mais bien évidemment, c'est nécessaire pour une entreprise d'exprimer ce qu'elle souhaite faire, d'exprimer ses intentions. Et encore une fois, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir comment cette entreprise met en œuvre de manière concrète, même si elle rencontre des difficultés, elle n'y arrive pas du jour au lendemain, comment elle essaye de mettre en œuvre ces déclarations d'intention. Donc là, vous avez ces slides, placer l'environnement au cœur de nos activités. Bon, pour notre entreprise, c'est normal. Donner un sens à notre action, agir en communauté responsable, promouvoir une autre façon de consommer. Donc, tout ça, c'est clair, hein, ça correspond bien à l'époque dans laquelle on vit. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est comment dire, d'appliquer et de comment on met en œuvre ces intentions. Alors voilà, juste pour vous montrer une chose, c'est que bien évidemment, première étape de la concrétisation, ça se concrétise. Il y a des slogans, il y a des déclarations d'intention, mais il y a des objectifs concrets dans une entreprise qu'on appelle des objectifs extra-financiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des objectifs financiers. Ces objectifs extra-financiers, ils font l'objet de chiffres, ils font l'objet de contrôles, ils font l'objet d'audits, notamment par les commissaires aux comptes, c'est-à-dire par des instances indépendantes. Et sur le sujet qu'on vient d'évoquer, eh ben, un des 6 objectifs fondamentaux d'Engie, c'est ce dialogue avec les parties prenantes et de s'assurer que l'ensemble de nos activités, projets ou activités existantes, soient couvertes d'ici 2020, que le 100% de nos activités soient couvertes par un mécanisme adapté de dialogue, et je vous expliquerai ce qu'on considère par un mécanisme adapté, un mécanisme professionnel, un mécanisme rigoureux, c'est quelque chose de vérifiable objectivement. Donc, ça, c'est important. Ça veut dire qu'une politique sociétale, elle est basée sur cet objectif, encore une fois, contrôlé de l'extérieur, évalué au sein de toute l'entreprise, et quelque part la mise à disposition après de moyens pour permettre à l'ensemble, vous savez qu'Engie c'est une entreprise qui a 150 000 personnes, 150 000 collaborateurs, que l'ensemble de ces collaborateurs aient les moyens et la boîte à outils adaptés selon chaque contexte culturel, adaptés selon chaque métier pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc ça, c'est une partie de la déclinaison opérationnelle dont je vous parlais. Très important, je vous montre un tout petit bout de cette boîte à outils, c'est de dire que systématiquement, que ça soit dans le cadre d'un projet, que ça soit dans le cadre d'une activité industrielle existante, il y a 6 étapes pour s'assurer vraiment de la professionnalisation de cet engagement, de cette garantie d'engagement avec les parties prenantes. Et on en revenait à ce que Madame Renaud expliquait en disant souvent c'est que de l'information, souvent c'est que et de l'information partielle. Non, bien évidemment, un engagement correct, un dialogue correct avec des parties prenantes, ça se rapproche beaucoup plus selon la possibilité, selon le contexte, d'une co-construction que de seulement un mécanisme d'information. Donc, il y a toute une analyse du contexte et des perceptions, il y a tout un listing, il s'agit d'identifier les parties prenantes, il s'agit d'identifier et de prioriser les problèmes avec ces parties prenantes, et du coup, j'en reviens à la cartographie des risques dont parlait la Madame Renaud. Et puis, une fois qu'on a identifié
identifié ces sujets, eh ben, on cartographie ces parties prenantes par rapport aux questions clés du territoire. On met en place des plans d'action qui sont des plans d'action de relationnel, c'est-à-dire d'information, de communication, de partage de données, mais également d'action, de partenariat et éventuellement de projets. Voilà. Et après, on s'assure dans un mécanisme simple d'un suivi et d'un reporting pour être capable de modifier en fonction de l'évolution du contexte ou en fonction des erreurs qu'on a commises des choses. Donc voilà un peu le truc. Ça veut dire que l'ensemble d'Engie est astreint à appliquer cette logique de l'engagement avec les parties prenantes, cette logique de dialogue, et que chaque année, on fait une évaluation entité par entité, projet par projet, pour s'assurer de qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, et de s'assurer qu'à la fin, en 2020, on s'est fixé l'objectif que l'ensemble, ça soit l'ensemble de nos activités qui soient couvertes par ça. Donc voilà pour ce qui est de la déclaration d'intention. Ensuite, moi, j'ai une équipe qui ne se limite pas à seulement faire ce travail de reporting, parce qu'on reviendra aussi sur le poids dans la RSE, le poids du reporting, le poids du travail administratif qui est nécessaire, mais qui pèse beaucoup sur la capacité d'agir des entreprises, parce que ça absorbe et ça consomme énormément de ressources. Donc là, je vous donne un panorama. C'est pour rester en contact avec cette réalité, c'est l'ensemble des endroits où on a pu intervenir, où on intervient à l'heure actuelle de manière concrète pour aller vérifier, pour aller aider les équipes. Hein, c'est pas seulement un contrôle, c'est surtout aller aider nos équipes à assumer ce changement aujourd'hui, qui est un changement pour tout le monde, c'est-à-dire cette relation à la communauté, cette relation au territoire. Alors il y a des endroits, hein, c'est fléché, mais des endroits que au moins Madame Renaud va connaître, notamment Hazelwood, hein, qui a été un gros travail pour nous, parce que ça a été quelque part un projet qui s'est relativement, dans l'histoire, relativement mal passé, qui a été un des éléments qui nous a conduit à vraiment décider d'abandonner et de quitter au plus vite les activités de charbon. Il y a Giraud, qui est un barrage hydraulique. Il y a un ensemble d'activités qui sont sur cette carte et qui chacune sont intéressantes parce que chacune témoigne d'une réalité qui est qu'il y a les cadres généraux, il y a les grandes déclarations d'intention des entreprises et les cadres généraux de régulation des ONG et les volontés des autorités publiques. Et puis après, il y a la réalité qui est parcellaire et contradictoire. Et si on veut progresser tous ensemble, il faut traiter cette réalité dans tous ses aspects parcellaires et contradictoires. Je fais des conclusions très rapides. C'est que nous, alors bien évidemment, quelque part, on a beaucoup de progrès à faire parce que toutes les institutions, quelles qu'elles soient, doivent programmer ce changement et s'adapter à ces nouvelles réalités. Moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est de travailler dans une entreprise qui est très très claire sur son objectif. L'objectif, c'est effectivement contribuer à un projet, à un progrès harmonieux, c'est cette vision globale, et que le CAN, c'est effectivement d'avoir une transition zéro carbone la plus rapide possible, mais une transition qui soit juste et efficace. Parce que bien évidemment, il faut maîtriser les impacts sociaux et il faut le faire dans un souci de respect de l'ensemble de ces parties prenantes. À ce sujet-là, il y a un exemple qui est typique, c'est que bien évidemment, l'arrêt du charbon est une totale nécessité. Maintenant, quand on a eu notamment, pas cette année, mais l'année dernière, il y avait une question très pertinente d'Amis de la Terre à notre directrice générale et qui a répondu: Engie ne décide pas de tout. Alors, je suis d'accord avec vous que les multinationales, comme l'a dit Madame Renaud, ont de plus en plus de peut-être les grandes entreprises peuvent avoir de plus en plus de pouvoir, mais quelque part, ce qui se passe surtout dans mon sens, c'est que vu les contraintes économiques, vu les contraintes sociales, vu les contraintes, il y a une espèce de convergence d'intérêts entre les États et les entreprises qui n'existait pas forcément de la même manière avant. Et du coup, il faut quand même comprendre que l'entreprise, elle doit être respectueuse, et c'est notre cas, des autorités publiques, des autorités légitimement élues, et qu'on est plus
accompagner finalement la transition énergétique décidée par ces États au nom de leur population, plutôt qu'à prendre des décisions drastiques qui d'abord ne sont pas de notre sort. C'était un peu ça l'échange qu'il y avait eu rapide il y a pas cette année encore une fois, mais à l'Assemblée générale de la dernière fois. Donc ça revient à cette question qui est, moi mon travail, c'est d'essayer de doter au maximum l'entreprise de ses moyens d'identifier les attentes de nos clients et de leurs parties prenantes, des communautés, des territoires, de façon à répondre au mieux à cette transition zéro carbone, mais que cette transition zéro carbone, elle ne laisse pas sur le côté de la route, qu'elle ne laisse pas des communautés, des populations. Parce que quand on rentre dans le concret, je pense par exemple au Chili, où on a beaucoup échangé avec Amis de la Terre. C'est vrai que le Chili est un pays très pour l'Amérique latine, très moderne, très sérieux, et en même temps qui a beaucoup basé son énergie sur le charbon. Et donc, pour changer ça, même s'ils en sont convaincus, ça peut prendre du temps. Et je pense que le plus raisonnable, c'est d'être transparent. Et c'est ce que fait le Chili. Ce qui est intéressant, et notamment les associés, le réseau d'Amis de la Terre au Chili est présent. Et le gouvernement, parce que je suis aussi d'accord avec Mme Renaud sur le fait que l'organisation du dialogue et la garantie du dialogue, elle doit être des autorités publiques, locales et nationales. Et il existe au Chili ces tables, finalement, de négociation entre l'ensemble des parties prenantes, au niveau local, au niveau national, qui permettent de mieux comprendre quels sont les enjeux, de mieux gérer la transition énergétique, tout en répondant et en ne laissant personne sur le bord de la route. Voilà, c'est un peu les différents messages. J'étais passionné par notamment, voilà, je vous livre deux dernières slides, excusez-moi, la cartographie un peu de nos droits humains. Je partage la préoccupation de Madame Renaud sur la difficulté et on a vraiment du mal à être totalement efficace sur cette identification, cette cartographie des risques et ensuite sur la déclinaison des mesures qu'on peut prendre. Je pense que quelque part dans la loi du devoir de vigilance, il y a cet aspect un peu bonne foi et un peu progrès qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas aux choses du jour au lendemain. C'est un peu la même chose par rapport aux fournisseurs ou par rapport à nos sous-contractants. C'est-à-dire que quelque part, il ne s'agit pas. Bien évidemment, on peut leur faire signer une charte, mais il s'agit, si on est responsable, de bien expliquer quelles sont les règles du jeu, quels sont les enjeux, et quelque part de les accompagner aussi dans une progression pour qu'elles atteignent aussi pas cette perfection, parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais qu'elles s'améliorent de manière permanente. Juste pour vous dire qu'une entreprise, c'est un écosystème. Un écosystème, c'est pas seulement des gens avec lesquels il y a des partenariats et des relations financières, c'est des acteurs qui peuvent être comme Greenpeace ou comme Amis de la Terre, qui peuvent être totalement indépendants des entreprises. Il faut nous-mêmes être convaincus que dans le contexte actuel, ces organismes sont très nécessaires et sont très pas utiles, mais ils sont indispensables parce que quelque part, dans ce nouveau contexte de redistribution des rôles et des responsabilités, l'important, c'est que ces communautés, aujourd'hui, aient tout l'appui nécessaire pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir, comme Madame Renaud l'a très bien dit, le principe du dialogue. Le principe du dialogue pour une entreprise, c'est d'admettre qu'à partir du moment où on est sincère et qu'on se met à dialoguer avec un territoire, il faut admettre que le résultat de ce dialogue peut être le refus d'un projet et la non-acceptation de ce projet et donc sa non-réalisation. Ça, c'est la base, pour conclure sur ça, c'est la base, c'est le principe sur lequel on travaille en disant, ben, finalement, si on est vraiment sincère dans cet objectif de dialogue, si vraiment on veut mettre en application nos déclarations d'intention, si on veut les faire vivre, et ben, le principe de base, c'est qu'il y a un projet qui est proposé. Si ce projet est proposé ne correspond pas au territoire et rejeté par la population, il ne faut pas y donner suite. Entre parenthèses, la France n'est pas mieux, nous ne sommes pas mieux que le reste du monde. On le voit bien dans le déroulement des énergies renouvelables, et notamment de l'éolien offshore, où la France, qui a le plus grand territoire maritime, n'arrive pas à faire un seul projet offshore parce qu'il n'y a pas d'acceptation des populations, il n'y a pas d'appropriation des populations. Donc ça c'est vraiment un élément extrêmement important. Il ne faut pas être donneur de leçons. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des pays avec plus ou moins de garanties d'état de droit et de choses comme ça, mais il faut bien se préserver. Aussi,
dans les discussions, j'ai entendu des déclarations sur le droit des enfants, et bien évidemment, nous, en tant qu'entreprise, on ne peut pas participer de quelque manière que ce soit à un projet où il y aurait des emplois des enfants, même si ce qu'a dit le monsieur est vrai. Et quelque part, je voudrais aussi attirer l'attention sur le devoir de vigilance sur une petite chose qui est importante, c'est que la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est universelle parce qu'elle a été discutée avec l'ensemble des populations. La loi du devoir de vigilance, elle est excellente pour nous, entreprises françaises, et nous, on considère que c'est un atout dans notre développement commercial parce que ça nous oblige à être meilleurs et à avoir une valeur ajoutée, une valeur différenciante. Mais attention à l'arrogance, attention à ce côté exportation. Bien évidemment, il faut et c'est là où moi je suis très intéressé à échanger avec les associations, avec les institutions, parce qu'il faut faire très attention à ne pas se positionner comme une espèce de loi coloniale, de loi post-coloniale. Voilà, c'est un peu ma conclusion et je vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur Brailovski, pour cette présentation riche aussi. Alors, c'est une question assez pointue sur la loi du devoir de vigilance. Donc, je ne sais pas si, Madame Arnaud, Si, vous voyez les questions. la question sur les actionnaires, peut-être sur les administrateurs. Bien évidemment, il y a un travail sur les actionnaires. Il y a deux niveaux. Bien évidemment, il y a une question d'information des actionnaires. C'est-à-dire la première partie prenante d'une entreprise, c'est ses collaborateurs, mais les actionnaires font partie de ces parties prenantes. Mais il y a non seulement cette nécessité de former, moi j'aime pas le mot former, mais disons de, 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 de sensibiliser, d'échanger, d'informer les administrateurs ou les actionnaires, c'est un peu les deux choix, de la même manière que les investisseurs sont aussi un groupe cible très important. Mais il y a aussi aujourd'hui, avec la loi Pacte en France, mais avec d'autres mouvements à l'international, il y a une énorme volonté aujourd'hui de changer un petit peu la raison d'être des entreprises. C'est un peu ça la loi Pacte, mais encore une fois, c'est pas seulement en France, ça se manifeste dans tous les pays. Et notamment, ça a commencé aux États-Unis. Pourquoi? Parce que quelque part, dans cette logique de avoir une raison d'être des entreprises qui aillent au-delà de la création de valeur économique et de la rémunération des actionnaires, on s'aperçoit qu'il y a eu un mouvement. C'est les objectifs extra-financiers dont je vous parlais. Donc, on ne part pas de zéro, mais qu'il faut vraiment passer une étape pour que finalement, le sujet aux États-Unis était de dire, finalement, si un CEO veut donner une autre envergure, d'autres objectifs que la rémunération des actionnaires à une entreprise, il sort du cadre de la loi. Donc, il faut absolument modifier la loi. Et quand nous, on travaille beaucoup, beaucoup sur ça depuis plusieurs mois, depuis pratiquement un an, et quand on travaille sur ça, on s'aperçoit que ça va bien au-delà de changer les statuts. Ça va bien au-delà de changer les rapports et d'aller c'est vraiment changer toute l'organisation de l'entreprise. Et il y a une formulation qui est passionnante et excellente à mon avis des universités anglo-saxonnes, Harvard et Cambridge, qui a cette formule qui dit il faut passer d'un capitalisme d'actionnaires à un capitalisme de parties prenantes. Et ça ne veut pas dire qu'on doit seulement sensibiliser les actionnaires et encore moins les culpabiliser, mais bien que l'intérêt de tout le monde, si on veut continuer, si on veut gérer une croissance qui soit acceptable, si on veut gérer un progrès harmonieux, si on veut gérer un demain pour les futures générations, il implique de changer énormément de choses, bien au-delà des statuts, bien au-delà des relations avec les parties prenantes, mais même en termes pour nous, en tant qu'entreprise, de changer le cœur de notre organisation, de notre gouvernance et même de parler pour la société en général, de changer les modes de formation, d'éducation de l'ensemble de la population. En un mot, parce que malheureusement, on n'a pas le temps d'ouvrir le débat sur la loi Pacte. Alors nous, on avait publié une tribune avec d'autres associations et chercheurs. On est un peu sceptiques sur la question de changement de raison d'être, entreprise à mission, etc. Par contre, sur quoi on est d'accord, c'est que on a besoin en effet d'un changement global de la structuration et de la manière de faire des activités des entreprises pour faire passer pour faire appliquer en fait cette loi de vigilance déjà dans sa conception, qu'elle soit
assumer, élaborer de façon collective et assumer au plus haut niveau de l'entreprise. Et après, la mise en œuvre concrète, qui est finalement le réel apport de cette loi, de cette obligation de mise en œuvre effective, ça va forcément mener à un changement, à des changements en interne pour pouvoir faire passer cette mise en œuvre par toutes les ramifications. On passe justement un changement de logique entre le reporting, on est déjà sur quelque chose de ex post et qui est sur le papier, donc la mise en place de procédures, à cette obligation de mise en œuvre effective qui donc nécessite justement de vérifier comment ça se passe sur le terrain et surtout d'un réajustement perpétuel, parce qu'on va se rendre compte que la procédure qu'on a imaginée, finalement, dans tel et tel contexte ou au vu de la structure d'entreprise, elle n'est pas forcément pertinente. Donc, c'est vraiment ce réajustement perpétuel, ce processus itératif sur lequel on insiste beaucoup dans cet esprit du devoir de vigilance. Dire qu'ils étaient d'accord sur le fait que le dialogue sur le terrain peut parfois aboutir à une opposition et donc au fait que le projet ne se fait pas, parce que ça, c'est pas un discours et quelque chose qu'on entend la plupart du temps des entreprises, et je pense que c'est quand même un des points clés en fait, d'accepter du coup que les choses ne sont pas faites d'avance et que du coup voilà, on se confronte à cette réalité de terrain et que c'est la volonté des populations locales qui prime sur ce qui se passe sur leur territoire. Et aux deux intervenants pour la qualité des deux présentations. Pas d'opposition, je retiens quand même des termes qui sont empreints d'optimisme quand on parle de dialogue, quand on parle de nécessité de se mettre autour de la même table, etc. On sent bien toutes les difficultés sur aboutir à une régulation efficace pour avoir des résultats concrets sur le terrain. On a souligné l'importance d'embarquer les communautés impactées, mais également les États. Et chacun doit trouver son rôle dans cette partition complexe autour de ces grands projets à impact fort. Donc, merci encore aussi à RSE PED pour l'organisation de tout ce cycle, ainsi que Sherpa et EDH. Je ne sais pas si M. Brailovski, vous vouliez un dernier mot. Je pense qu'on est d'accord sur l'essentiel. Ça peut paraître extravagant, ça peut paraître un peu curieux, mais moi, je n'ai absolument aucun souci. Et la chose qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il faut bien voir que on est tous engagés dans ce processus de changement. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Ce que j'apprécie beaucoup dans la loi du devoir de vigilance, c'est qu'elle prévoit justement elle a deux éléments pour moi qui sont importants. C'est la sincérité des entreprises. Et la deuxième, c'est un processus d'amélioration continue, parce qu'on ne va pas se mentir, on ne va pas se déclarer du jour au lendemain parfait et on ne le sera jamais. Mais sur le fond, sur l'essentiel, je pense qu'on partage énormément de choses.